L'élégance en coaching ou en thérapie réside dans la capacité à identifier le point de levier minimal qui génère un changement maximal. C'est l'art de repérer le petit détail qui, une fois mis en mouvement, provoque une transformation systémique, puissante et quasi instantanée. Pour atteindre cette élégance, il est essentiel de disposer de grilles de lecture qui permettent de distinguer les mécanismes profonds de l'expérience, et c'est précisément ce que permet le modèle que j'ai développé et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ce modèle, je l'ai appelé la matrice de l'expérience. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est également un podcast. Je vais vous présenter ce modèle qui offre une perspective systémique et dynamique sur l'expérience humaine et le changement personnel. Que vous soyez coach, thérapeute ou simplement intéressé par votre propre développement, j'espère que ce modèle vous offrira de nouvelles perspectives stimulantes. Mais tout d'abord, pourquoi un nouveau modèle ? Commençons par une question fondamentale. Comment comprendre l'expérience humaine dans sa complexité sans la réduire à une simple hiérarchie linéaire ? La matrice de l'expérience est née du besoin d'une grille de lecture à la fois rigoureuse et précise, mais surtout plus efficace dans l'accompagnement du changement. Partons à la découverte de cette matrice de l'expérience. Si vous connaissez la PNL, vous découvrirez que ce modèle concentre les qualités du modèle des niveaux logiques, de l'index de computation et bien d'autres encore. Partons à la découverte de ce modèle. Commençons par préciser que cette matrice, bien sûr, n'est pas positionnée dans le vide. Elle est plongée dans un espace que j'appelle le contexte. Le contexte peut être assimilé à ce que d'autres modèles appellent l'environnement. Mais ce contexte est bien plus que l'environnement, qui d'ailleurs est bien souvent considéré comme un environnement passif. Le contexte est un système vivant avec lequel nous sommes en interaction constante. Il comprend l'espace physique, mais aussi les dynamiques relationnelles, culturelles et sociales qui nous entourent. Nous ne sommes pas simplement dans un environnement, nous sommes plongés dans un réseau vivant d'interaction plutôt qu'un simple environnement statique et inerte. Et c'est dans ce contexte que nous allons explorer la matrice de l'expérience proprement dite. Cette matrice est représentée par un cercle. C'est la forme fondamentale de ce modèle. Pourquoi un cercle ? Eh bien parce qu'un cercle suggère d'emblée la notion d'interconnexion, de flux dynamique, plutôt qu'une progression hiérarchique représentée par une pyramide par exemple. Ce cercle se divise en deux demi-cercles. La moitié inférieure du cercle représente notre singularité individuelle, le demi-cercle supérieur définit l'espace des identifications. L'espace de la singularité, que j'appelle aussi espace de l'individualité, comprend plusieurs dimensions interconnectées. La zone extérieure de la singularité, c'est l'espace des émotions, aussi appelé parfois les états internes. C'est là que nous allons décrire comment nous nous sentons, quelle est notre émotion. Cet espace des émotions se situe à la frontière de notre expérience intérieure et du contexte. Nos émotions sont le produit de ce qui se passe en nous, mais également de ce que nous apporte le contexte. Je peux ainsi me sentir effrayé si un animal dangereux arrive sur moi, mais également si j'imagine qu'un animal va surgir dans la pénombre. Nos émotions influencent tout ce que nous faisons et ce que nous pensons. Elles sont à la fois des réactions au contexte et des moteurs de nos comportements. Continuons notre plongée dans notre expérience intérieure et découvrons les trois espaces du faire, du savoir et du savoir-faire. Nous avons tout d'abord l'espace du faire. C'est les comportements observables, les actions concrètes que nous posons dans le monde. C'est la dimension la plus visible de notre expérience. Ensuite, il y a l'espace du savoir ou des savoirs. C'est notre carte du monde, nos croyances, nos valeurs, notre façon de donner sens à ce que nous vivons. Cette dimension cognitive organise notre perception et guide nos décisions. Et à l'intersection de ces deux espaces du savoir et du faire se trouve, bien sûr, l'espace du savoir-faire, nos compétences, nos capacités, nos stratégies.
Nos savoir-faire sont des connaissances particulières au sens où elles se concrétisent dans l'action. Ces trois dimensions, faire, savoir et savoir-faire, sont en interaction constante, chacune influençant et étant influencée par les autres. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un réseau dynamique où ce que je fais développe mes compétences et modifie ma vision du monde, de même que mes croyances vont influencer les actions que je vais entreprendre. Si je crois que je dessine mal, je vais moins dessiner et donc je ne développerai pas ma compétence de dessinateur. Si Mozart n'avait pas joué au piano très jeune, il n'aurait pas appris à bien jouer et aurait eu une vision du monde totalement différente. Cet espace de la singularité rassemble les dimensions qui permettent de décrire les éléments de l'expérience que je suis en train de vivre. Ce que je fais, ce que je suis capable de faire et ce que je crois ou je sais à propos de ce que je suis en train de vivre, dans le contexte dans lequel je suis plongé. Et l'ensemble est coloré par mon état émotionnel du moment. Voyons maintenant le demi-cercle supérieur, qui va illustrer le fait que nous sommes avant tout des animaux sociaux. Ce demi-cercle supérieur représente quelque chose de fondamentalement nouveau, qui donne toute son originalité au modèle de la matrice de l'expérience. D'autres modèles évoquent la notion d'identité, révélant ainsi l'importance de répondre à la question existentielle « Qui suis-je » ou « Qui es-tu ?» Si la question est essentielle, la réponse s'avère moins évidente, en tout cas si nous voulons qu'elle soit utile dans notre démarche de changement ou d'évolution personnelle. Les philosophes et les psychologues n'ont pas fini de chercher la réponse à ce questionnement. Une chose est sûre, nous ne sommes pas définis par une essence immuable. Espérer définir qui nous sommes est une illusion, et même si nous y parvenions, ce ne serait correct que pour l'instant présent. Avant j'étais autre et demain je serai différent. Quand on demande à une personne de dire qui elle est, elle nous répondra en décrivant ce qu'elle fait ou sait faire, ou alors elle se définira en s'identifiant à un rôle comme dans « je suis une maman », à une fonction comme cet homme qui se définit comme un manager, mais aussi en fonction de son genre, de sa religion ou d'un archétype comme quand on dit « je suis persévérant, je suis un battant, je suis un magicien ». Dès notre naissance, nous ne cessons de nous identifier à nos parents, nos frères, nos sœurs, puis nos amis, et ainsi de suite. La matrice de l'expérience prend en compte nos multiples identifications avec différents groupes, rôles ou archétypes. Ces identifications varient en fonction du contexte, de nos ambitions, de nos rencontres. Et certaines identifications nous flatteront, alors que d'autres seront à la base de notre désir de changer. Une identification, c'est une relation entre moi et un ensemble de personnes qui possédons des qualités similaires. Cette relation possède des caractéristiques sur lesquelles je pourrais agir, pour les atténuer, les amplifier, les rendre agréables ou simplement les activer quand je l'estime nécessaire. Mais l'ensemble de personnes auxquelles je m'identifie peut également être défini en fonction de caractéristiques que je qualifie d'intersubjectives car elles sont définies sociologiquement, c'est-à-dire qu'elles sont communément admises par tous dans un contexte donné bien sûr. Ainsi, un manager aura des compétences en termes d'organisation et de productivité, il ou elle aura des comportements caractéristiques et une vision du monde particulière. Dans la matrice de l'expérience, je distingue pour les identifications les mêmes dimensions que dans l'espace de la singularité. Tout d'abord, les comportements emblématiques ou intersubjectifs. C'est les actions caractéristiques des individus types des groupes auxquels nous nous identifions. Ensuite, il y a la vision du monde intersubjective qui rassemble les croyances, les valeurs partagées par ces groupes. Et enfin, à leur intersection, les savoir-faire distinctifs, c'est-à-dire les compétences caractéristiques de ces communautés, de ces groupes, de ces ensembles de personnes. Ces identifications sont multiples et changeantes. Je peux m'identifier comme coach, parent, musicien, amateur, militant écologiste. Chacune de ces identifications apporte son répertoire de comportements, de croyances et de compétences. Ce qui est fascinant, c'est que ces identifications ne sont pas figées. Elles fluctuent en intensité selon les contextes et évoluent au cours de notre vie. Elles peuvent être positives ou négatives,
conscientes ou inconscientes. Nous arrivons tout doucement au centre du modèle et c'est là que vous trouverez deux éléments cruciaux. D'abord, les métaprogrammes. Ce sont des filtres de perception ou des patterns de traitement de l'information qui colorent toute notre expérience. Ils fonctionnent comme un système d'exploitation pour votre ordinateur personnel, influençant ainsi la manière dont nous sélectionnons, nous organisons et nous utilisons l'information. Les métaprogrammes jouent un rôle prépondérant tant dans nos comportements que nos compétences et nos savoirs. Et ils joueront également un rôle fondamental dans le mécanisme de nos identifications. Et enfin, tout au centre, vous pouvez voir un point. C'est peut-être l'élément le plus révolutionnaire du modèle. Un point est une figure géométrique qui n'a pas de surface. C'est le centre de la cible. Il représente l'identité. C'est une magnifique illustration de pourquoi, quand on demande qui nous sommes, inévitablement notre réponse débordera sur les autres espaces de la matrice. Nos identifications, nos croyances, sur qui nous sommes, nos compétences ou même les émotions qui nous dominent. Et l'originalité de la matrice de l'expérience, c'est de mettre en évidence le fait que l'identité n'est pas un niveau supérieur contenant des éléments, mais qu'il émerge dans la dimension temporelle comme le fil qui relie notre histoire vécue à nos projections futures. Et cette dimension temporelle n'est visible dans la matrice de l'expérience que si nous effectuons une rotation du schéma, rotation qui nous aide à comprendre que ce point de l'identité est en réalité une coupe de la flèche du temps qui traverse le schéma, comme si nous coupions une flèche perpendiculairement à sa longueur. L'identité n'est ainsi pas une chose, mais un processus, un devenir. Arrêtons-nous un moment sur cette dimension temporelle qui est fondamentale dans la matrice de l'expérience et souvent négligée par ailleurs. L'identité telle que nous la concevons ici émerge à l'intersection de deux dimensions temporelles complémentaires, le passé vécu et le futur anticipé. Chacun de nous est le produit d'une séquence d'expériences absolument unique. Personne d'autre n'a vécu exactement ce que vous avez vécu dans l'ordre où vous l'avez vécu, avec l'intensité et la signification que ces événements ont eu pour vous. Ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est précisément cette manière particulière dont vous avez traversé et intégré vos expériences. Comme le disait Steve Jobs dans son fameux discours à Stanford, vous ne pouvez relier les points qu'en regardant en arrière. C'est cette trace, ce sillage laissé par votre parcours qui constitue la trame fondamentale de votre identité. Et cette séquence n'est pas seulement une collection de souvenirs, elle est colorée par les émotions que vous avez ressenties. Elles sont filtrées par vos croyances et façonnées par vos interactions. Antonio Damasio nous montre que cette mémoire autobiographique s'inscrit dans le corps même, dans ce qu'il appelle le soi autobiographique. Mais l'identité ne se limite pas au passé, elle s'étend vers le futur sous forme d'aspiration, de projet, de devenir. Ce que Nietzsche exprimait par sa célèbre formule « deviens qui tu es ». C'est précisément cette tension créatrice entre ce que nous avons été et ce vers quoi nous tendons qui fait que nous sommes qui nous sommes. Nos objectifs, nos rêves, notre vision de nous-mêmes dans le futur ne sont pas accessoires à notre identité. Ils en sont une dimension constitutive. Nous sommes autant définis par ce vers quoi nous nous dirigeons que par ce d'où nous venons. Et là encore, ces projections futures ne sont pas de simples idées abstraites. Elles sont incarnées dans des émotions anticipées, des comportements envisagés, des identifications aspirationnelles. Cette conception temporelle de l'identité explique pourquoi les approches utilisant la ligne du temps sont si puissantes. Lorsque nous travaillons avec la ligne du temps, nous n'intervenons pas simplement sur des souvenirs ou des projections isolées, nous reconfigurons la trame même de notre identité. En revisitant et en réinterprétant des événements passés, en modifiant leur charge émotionnelle ou leur signification, nous transformons la base sur laquelle repose notre sentiment d'être nous-mêmes. Et en enrichissant nos projections futures, en développant de nouvelles identifications aspirationnelles, nous créons de nouvelles directions pour notre devenir.
La beauté de cette perspective, c'est qu'elle libère l'identité de toute fixité. Si notre identité est fondamentalement temporelle, alors elle est toujours en mouvement, toujours ouverte à la transformation. Nous ne sommes pas condamnés à être ce que nous sommes. Nous sommes constamment engagés dans un processus de devenir. Le présent, dans cette perspective, devient le point crucial où passé et futur se rencontrent et s'intègrent. C'est dans l'instant présent que nous actualisons notre histoire et que nous posons les jalons de notre devenir. Miles Davis l'exprimait magnifiquement. C'est la note suivante qui dit si une note est une fausse note. De même, c'est dans le mouvement continu de notre vie que notre identité prend son sens, pas dans une définition figée de qui nous sommes. Cette conception de l'identité nous amène à une réflexion essentielle sur ce que Antonio Damasio appelle le sentiment d'être. Car, au-delà des identifications, des croyances, des comportements, il existe cette expérience fondamentale, le sentiment d'être soi. Damasio nous montre que le sentiment d'être soi n'est pas une abstraction, c'est une perception profondément enracinée dans notre corps. Il émerge de la cartographie continue que notre cerveau fait de notre état corporel, de ce qu'il appelle le proto-soi. Ce sentiment de soi est donc d'abord somatique avant d'être conceptuel. Il se manifeste comme une présence, une continuité, une cohérence ressentie avant même que d'être pensé. C'est ce qui explique que même des personnes souffrant d'amnésie profonde conservent un sentiment d'être elles-mêmes, même si elles ont perdu l'accès à leur histoire personnelle. L'erreur que nous commettons souvent, c'est de confondre ce sentiment d'être, cette perception fondamentale, avec les contenus de notre identité, nos rôles, nos croyances, nos histoires sur nous-mêmes. Quand nous disons « je suis coach » ou « je suis perfectionniste », nous ne définissons pas notre identité profonde. Nous exprimons, en réalité, une identification à une catégorie de personnes. Et c'est toute la puissance de ce modèle de la matrice de l'expérience. Il transforme cette notion floue d'identité en relations d'identification concrètes sur lesquelles nous allons pouvoir agir. Ces identifications sont contextuelles et évolutives. Je m'identifie ainsi au rôle de coach pendant la journée avec mes clients, puis au rôle de parent le soir avec mes enfants, et peut-être à celui de musicien le week-end avec mon groupe. Chacune de ces identifications active des comportements, des croyances et des compétences spécifiques, sans pour autant définir exhaustivement qui je suis. En travaillant sur ces identifications, en les renforçant, en les atténuant, en développant de nouvelles, nous pouvons transformer directement notre expérience. C'est une approche bien plus opérationnelle que de tenter de modifier une identité abstraite et insaisissable. Vincent Lénart exprimait bien cette distinction en disant que l'identité est un mystère, ce n'est pas une énigme. Une énigme peut être résolue définitivement alors qu'un mystère nous invite à une exploration continue et inépuisable. Si nous abordons l'identité comme une énigme à résoudre, qui suis-je vraiment ? Nous risquons de figer notre compréhension de nous-mêmes dans une définition limitante. En revanche, si nous l'approchons comme un mystère à vivre, nous restons ouverts à la richesse et à la complexité de notre expérience. Cette perspective est profondément libératrice pour le coaching et la thérapie. Notre rôle n'est pas d'aider les personnes à découvrir qui elles sont vraiment, comme si cette réponse existait quelque part, mais bien de les accompagner dans l'exploration et l'enrichissement de leur expérience d'être. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que ce modèle n'est pas qu'une théorie élégante, c'est un outil pratique extraordinairement puissant pour le coaching et le développement personnel. La matrice permet un diagnostic holistique de la situation actuelle d'une personne. En explorant chaque espace et leurs interactions, nous pouvons identifier précisément où se situent les blocages, les tensions et où se situent les ressources inexploitées. Par exemple, un problème qui semble lié au comportement peut en réalité provenir d'une identification inconsciente à un groupe dont la vision du monde entre en conflit avec d'autres aspirations de la personne.
Contrairement aux approches linéaires qui suggèrent un chemin unique vers le changement, la matrice révèle de multiples points d'entrée possibles. Parfois, travailler sur les émotions débloquera la situation plus efficacement qu'une tentative de changer directement les comportements. Dans d'autres cas, explorer de nouvelles identifications pourra transformer naturellement les croyances et les actions. Le modèle de la matrice de l'expérience s'accompagne de questions spécifiques pour explorer chaque dimension. Quelques exemples. Pour le contexte, quels éléments de votre environnement influencent cette situation? Pour les émotions, quelles émotions ressentez-vous dans ce contexte et à quelle intensité? Pour l'espace du faire, quelles actions concrètes entreprenez-vous? Pour l'espace du savoir, quelles croyances soutiennent ou limitent votre expérience? Pour l'espace des identifications, à quel groupe ou rôle vous identifiez-vous dans cette situation? Et enfin, pour la dimension temporelle, comment cette situation s'inscrit-elle dans votre histoire et votre devenir? Prenons l'exemple de Marie, une responsable d'équipe qui consulte pour des difficultés à s'affirmer. Dans un modèle traditionnel, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un problème d'identité. Elle ne se voit pas comme une leader. Avec la matrice de l'expérience, nous explorons plus finement le contexte, par exemple ses interactions avec ses collègues qui avant étaient ses pairs, ses émotions, en examinant l'anxiété intense qu'elle vit lors des réunions, ses comportements lorsqu'elle parle doucement, qu'elle hésite ou qu'elle cherche l'approbation, ses croyances, je dois être parfaite pour être légitime, ses identifications, quand elle s'identifie comme une experte technique, mais faiblement au rôle de manager. Et enfin, la dimension temporelle où sa transition récente vers ce nouveau rôle lui pose question. Cette exploration révèle des leviers multiples. Plutôt que de travailler uniquement sur une nouvelle identité de leader, nous pouvons modifier certains éléments du contexte. Nous pouvons développer des techniques de gestion émotionnelle. Nous pouvons pratiquer de nouveaux comportements spécifiques. Nous pouvons bien sûr recadrer les croyances limitantes ou alors explorer les nouvelles identifications inspirantes dont elle a besoin et intégrer tout cela dans sa trajectoire de vie. La transformation sera plus rapide, plus profonde et plus durable car nous aurons travaillé sur un système interconnecté plutôt que sur un élément isolé. La matrice de l'expérience nous invite à passer d'une vision statique, linéaire et compartimentée de l'être à une compréhension dynamique, intégrée pour nous qui sommes des animaux sociaux. La matrice de l'expérience reconnaît que nous sommes des êtres en devenir, tissés de multiples identifications, animés par nos émotions, guidés par nos croyances et toujours en interaction avec notre contexte. Il y a bien sûr encore tant de choses à dire pour explorer tout ce que ce modèle vous offre. Je pourrais notamment vous parler de son intégration avec l'approche intégrale de Ken Wilber et comment chacun de ces espaces se construit comme des rôlons, avec ses niveaux logiques successifs. Pour les praticiens, ce modèle offre une cartographie précise et pertinente de nos expériences, permettant des interventions plus écologiques et plus efficaces. Pour chacun d'entre nous, il propose une façon libératrice de nous comprendre, non pas comme enfermés dans une identité fixe, mais comme constamment engagés dans un processus créatif d'évolution et d'intégration. Je vous invite à explorer ce modèle, à l'expérimenter dans votre pratique ou votre développement personnel et à découvrir par vous-même sa puissance transformatrice. Bien sûr, un tel modèle mérite d'être exploré plus en profondeur avec des applications concrètes et des protocoles pratiques. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer qu'à partir du mois d'avril, je proposerai une formation en ligne pratique spécifiquement conçue pour apprendre à utiliser la matrice de l'expérience de manière très concrète dans vos accompagnements ou dans votre vie personnelle. Si cet aperçu vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mes ressources disponibles sur le site de l'atelier PNL. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres explorations passionnantes.